Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de TLC 2020, le dernier pay-per-view de l'année chez WWE et j'ai pas honte de le dire, putain que c'est bon d'être fan de catch quand on peut avoir un show d'une aussi bonne qualité que ce qu'on a eu hier soir. J'ai pris un plaisir, mais vous n'imaginez même pas à quel point, un plaisir devant TLC 2020, qui est sans contestation mon deuxième pay-per-view de l'année après le Royal Rumble de cette année, en 2020, qui a proposé des matchs. C'est simple, si jamais je devais noter, vous savez, avec l'échelle de Metzer sur les étoiles, il n'y a pas de match en dessous de 3,5, et la plupart des matchs, et les meilleurs matchs sont à 4,5. Donc vraiment, il y a peu de matchs, il n'y a pas de match par contre qui a été mauvais. Tous les matchs ont dépassé mes attentes ou été à la hauteur de mes attentes. C'était exceptionnel, une soirée incroyable. 3 heures de show en plus, c'est hyper digeste, ça fait un pay-per-view, vous pouvez le regarder. Si jamais vous voulez regarder du catch et voir à quoi ça peut ressembler, eh ben j'ai presque envie de vous dire de commencer par ça. Alors la dernière partie est un petit peu spéciale, mais j'ai envie de dire, j'en parlerai après parce que je comprends pas trop ce qui se dit depuis quelques heures sur ça. Donc j'ai hâte d'en parler. On parlera un petit peu de Raw aussi à la fin, puisqu'il s'est passé pas mal de choses, donc ça on en parlera, mais seulement à la fin, pour pas spoiler ceux qui n'auraient pas vu Monday Night Raw. Parce que j'ai eu la chance de le regarder, puisque je suis en vacances, donc j'en ai profité pour regarder Raw ce matin. Alors, Drew McIntyre ouvre le show, grosse surprise. Alors j'ai pas regardé le kick-off, désolé, ça m'intéressait pas plus que ça. Drew McIntyre donc ouvre le show, donc grosse surprise parce que clairement en opener, mettre le titre universel en jeu, le titre WWE pardon en jeu, c'était surprenant. Mais excellente surprise. Il affrontait donc AJ Styles dans un Tables, Ladders and Chairs match pour le titre. La durée, 27 minutes de match. 4-3, 4,5. 4,5. 4,5. J'ai pas honte de le dire, c'est un bon 4,5. C'est un bon 4,5. Qu'est-ce que c'était bien. Oh ah là 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 là. Alors moi, si je regarde le catch, c'est pour ce genre de truc. C'est pour ce genre de truc. J'en ai rien à foutre, moi, des mecs qui vont faire 1h30 de match chez New Japan Pro Wrestling, qui vont faire 1h05, 1h10, qui vont se briser la nuque à tous les bumps et tout ce que vous voulez. Moi, ce que je veux voir, c'est une histoire à raconter, dans laquelle je suis investi avec un suspense, avec tout ce que vous voulez. Et là, j'ai été plus que ravi. Il y a eu tout dans ce match. D'abord, la première partie du match, Drew McIntyre et AJ Styles. Une alchimie entre les deux. Oh, c'est trop bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Ils utilisent en plus exceptionnellement bien la stipulation du TLC. Par exemple, il y a AJ Styles, à un moment, il met une échelle sur l'angle. Il monte sur l'échelle pour faire un saut. Et là, Drew McIntyre lui envoie une chaise dans la gueule. Exceptionnel. Des trucs vraiment super, des super moves. Les deux sont au sommet de leur art. Drew McIntyre, charisme incroyable. AJ Styles avec Omos qui arrive, qui est extraordinaire. Des bumps de fou. Le moment où Drew McIntyre attrape AJ Styles et le lance par-dessus la troisième corde pour qu'il s'éclate sur les tables. C'était exceptionnel. Bref, incroyable. Et arrive le Miz qui fait le cash-in. Oh là, le cash-in, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est pas le Miz qui arrive avec la mallette, c'est John Morrison qui arrive avec la mallette, mais le Miz, bon, semble cacher sa mallette. Et donc, donc on annonce le cash-in, donc on voit bien que c'est John Morrison qui donne la mallette, et qui annonce, oui, c'est le cash-in, le Money in the Bank, ça devient donc un triple threat match. Et là, le Miz fracasse Drew McIntyre avec une powerbomb à travers une table. Et il va monter. Et là, tu te dis, c'est fait. C'est réglé. Le Miz va devenir champion de la WWE. On avait entendu des rumeurs qui disaient que il y allait avoir des gros trucs ce soir parce que les ratings sont pas bons à Raw. Donc, ils ont voulu peut-être faire un effet d'annonce. Donc, certains se disaient, il va se passer un gros truc. Donc, peut-être que la mallette, c'était la bonne solution. Et puis, Omos qui débarque et qui fait, non, non. Et en plus, il a vraiment fait comme ça. Il a fait, tu fais quoi toi? Et là, John Morrison, donc là il fracasse The Miz, il l'envoie à travers une table, allez va dormir. John Morrison arrive avec une chaise, il le fracasse la chaise se casse en morceaux. Ça d'ailleurs c'est quelque chose qu'il faisait beaucoup avec Braun Strowman au tout début. Braun Strowman il sentait pas les coups de chaise aussi. Quand il essayait d'en faire le monstre parmi les hommes. Et ça avait bien marché pour le crédibiliser comme ça. Mais là lui en plus ce qui est trop drôle c'est que vraiment il se retourne et il fait, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu fais toi? Tu fais quoi toi? Parce qu'il parle même pas Omos. Il parle très peu donc là vraiment il l'a regardé du genre qu'est-ce que tu fais? Il a même pas eu besoin de le dire, c'est qu'est-ce que tu fais? John Morrison, qu'est-ce que tu fais?
Un peu de respect, mon pote. Et là, donc là, il l'a fracassé. Ah, John Morrison, là, il l'a fracassé, le truc, génial. Il le poursuit. Donc là, John Morrison est obligé de fuir. Truc un petit peu, bon, Homo, c'est obligé de le suivre. Et alors que pourtant, il est censé être garde du corps de AJ Styles. Donc pourquoi quitter la personne dont tu dois t'occuper? Ça fait pas forcément toujours sens. Mais bon, c'est pas grave. Il fallait bien qu'il dégage de là pour que la situation se règle. Et là, les 6 dernières minutes, avec AJ Styles, Drew McIntyre, le Miz, sur des échelles, il y en a un qui tombe, le mec rattrape la ceinture, non, hop, il y en a un autre qui revient, hop, il y a un autre qui revient, oh là là, que c'était stylé, c'était ultra stylé. Drew McIntyre, il est tombé 2 fois, les 2 fois j'ai fait, oh mon dieu, quand AJ Styles revient, alors que pourtant j'étais sûr qu'AJ Styles n'allait pas le gagner, j'ai fait, oh my fucking god, AJ Styles c'est trop bien. Et puis le Miz dont j'avais commencé à mettre une pièce dessus, où je me suis dit, le Miz c'est lui qui va nous avoir à la fin. Quand il y a un moment, il y a AJ Styles et Drew McIntyre, je me suis dit, AJ Styles, le Miz, c'est lui qui va remporter le truc. C'est un écran de fumée, et là il revient, mais non, ça suffit pas. Et là, Drew McIntyre attrape la ceinture, 4,5, c'était exceptionnel, merci WWE. Ah, que c'était bien. Ah là là, mais c'était trop stylé. Honnêtement, un des matchs de l'année chez WWE. Je sais pas s'il y en a qui feront des classements, Chuck Stury le fait chaque année. J'espère d'ailleurs qu'il a laissé de la place pour les matchs de cette soirée parce que c'était ouf malade. C'était ouf malade. J'ai adoré ce combat. Il était trop stylé. Mais ce qui est fou, c'est de se dire que dans le reste de la soirée, c'était pas le meilleur match de la soirée. Mais là, moi, quand j'ai commencé comme ça, je dis, ça y est, ils ont fait le match de la soirée. Derrière, on va avoir des désillusions. Mais pas du tout, parce que derrière arrive. Alors là, moi, mais ascenseur émotif. C'était exceptionnel. Et là, je vois arriver Carmella Sasha Banks. Pour le titre de SmackDown. Carmella Sasha Banks. Genre, vous voulez faire un match après ça, là? Un 4,5? Carmella Sasha Banks? Non, c'est possible. Elles ont fait un 3,5. Honnêtement, elles ont fait un 3,5. C'était très correct. Alors, c'est le match référence de la vie de Carmella. Même pas de sa carrière, de la vie de Carmella. Peu importe ce qu'elle a fait de toute sa vie. Peu importe la structure dans laquelle elle ira plus tard. Si jamais elle reste pas chez WWE, peu importe. Même s'il n'y a pas de raison qu'elle s'en aille, puisque, bon, vous le savez, elle est en couple avec Corey Graves. Mais bref, dans sa vie future, de ses 50 prochaines années, il y aura un match référence de Carmella qui prouvera qu'elle sait catcher. Il était face à Sasha Banks. À TLC 2020. Parce que avant ça, mais vous connaissez pas, moi, vous connaissiez un match référence de Carmella chez WWE? Enfin, ça existe ce genre de truc. Il y avait peut-être le moment où elle était championne, il y avait peut-être des trucs avec Becky Lynch, j'en sais rien, mais honnêtement, non, ça existait pas, quoi. Quel match incroyable. Alors Sasha Banks fait sortir le match de sa vie à Carmella, alors je déteste son finisher à Carmella, je le dis tout de suite, je le déteste, je trouve qu'elle le porte hyper mal, ça se voit que ça fait pas mal, elle lui fracasse la tête sur le sol, mais tu sens que non, c'est pas, je sais pas, elle y met pas d'énergie avec ses jambes, il faudrait vraiment qu'elle tombe de tout son poids, j'en sais rien, mais je trouve qu'elle le porte pas bien. Pourtant c'est une prise que j'avais déjà vue, mais je trouve que, je sais pas, en tout cas avec elle, j'ai l'impression que ça ne fait aucun effet, en tout cas pas sur moi. Et bon, la logique va être respectée, Sasha Banks va conserver son titre, heureusement, mais quel combat, bravo, merci, c'était exceptionnel. Pour ce qu'on en attendait, hein, parce que moi je me disais, mais oh là là, pour ceux qui avaient regardé SmackDown cette semaine, elles se sont affrontées, ça a duré 3 minutes, j'ai dit, mais quel show, quel match, quelle idée, mon dieu. Et là, honnêtement, elles ont fait le match de leur vie, quoi. Enfin, pas Sasha Banks, hein, parce que Sasha Banks est capable de faire des 5 étoiles sans problème, mais là, pour Carmella, c'était le match de sa vie, quoi. Le match de sa vie de Carmella, elle fera pas mieux, hein, cherche pas. 3,5, c'est le mieux qu'on peut tirer de Carmella, et c'est arrivé, bravo. Est arrivé ensuite les titres par équipe. Donc le match a duré, pour info, 12 minutes. Putain, ça a duré 12 minutes. Je viens de le découvrir, hein. Ça a duré 12 minutes. Carmella était capable de faire un match de catch pendant 12 minutes face à Sasha Banks. Et que ça soit intéressant et crédible. Waouh, WWE, vous êtes des génies. Ensuite, match par équipe. Le Hurt Business avec Cedric Alexander et Shelton Benjamin, qui étaient accompagnés par MVP, qui ont affronté donc le New Day, champion par équipe de Raw, avec Xavier Woods et Kofi Kingston. Le match a duré 10 minutes. D'une propreté ce match. Et en plus, si vous remontez ce que je vous avais dit dans la dernière review que j'avais fait de catch, je vous avais dit, moi je veux que le Hurt Business ils aient toutes les ceintures, je veux qu'ils soient au sommet du monde, je veux que les mecs ils soient là,
c'est leur place. Le Hurt Business, c'est le groupe le plus sympa à suivre en ce moment. Ils sont hyper stylés. MVP, il est incroyable. D'ailleurs, il va être incroyable, MVP. Le moment, par exemple, où t'as Cedric Alexander qui est un peu par terre, il sort une bouteille d'eau comme ça, il lui donne de l'eau, limite. Allez, remonte, hein, tu me fais perdre du temps, dégage. Et tout, c'était hyper bien. Shelton Benjamin, t'avais l'impression qu'il avait rajeuni 10 ans, Shelton Benjamin. Il s'est remis à faire des saltos, des trucs. Shelton Benjamin. Et Kofi Kingston et Xavier Woods, ils sont pas en reste, hein. Ils ont fait un super boulot. Mais comme je l'avais dit, il était temps, parce que les New Day, c'est pas qu'on en a marre, mais voilà, on les a vus en titre par équipe, tout le temps, machin. Il faut laisser d'autres gens essayer de se construire un palmarès par équipe pour qu'à un moment donné, ça soit intéressant de voir des gros affrontements avec des grosses équipes reconnues. Et là, Cedric Alexander et Shelton Benjamin, il fallait cette victoire. Ils l'ont eu. En plus, ils l'ont eu clean. Pas d'intervention de MVP, pas un truc crade. En plus, c'est super bien. Parce que on pourrait se dire avec Hurt Business, ouais, il y aurait peut-être MVP qui pourrait arriver ou Bobby Lashley. Clean de chez clean. Alors il y a juste le hot tag de Cedric Alexander qui tape sur Benjamin pour prendre sa place. Ça ne changera absolument pas le résultat, il va gagner d'un coup. Mais Benjamin semblait partir pour faire le finisher et gagner. Et bon, ça peut créer des petites dissensions. C'est très bien en plus, très bien écrit. Mais il n'y a même pas de quoi se dire non, mais il y a eu machin. Non, rien. Pas it's a fraud comme dirait Donald Trump. Non, c'était parfait. C'était techniquement extraordinaire. En plus, je trouve que les deux équipes ont une très bonne alchimie. Ce soir d'ailleurs, je vais pas arrêter de parler d'alchimie parce que tout le monde a de l'alchimie, mais ils ont une très bonne alchimie. Bref, bravo WWE, 10 minutes de match qui passent extrêmement bien. On aurait même pu en prendre plus, franchement, bravo. Arrive ensuite Asuka qui n'avait pas donc son partenaire, n'avait pas encore révélé sa partenaire, pour affronter Nia Jax et Shayna Baszler pour les titres tag team féminins. Et donc on ne savait pas, il y avait des grosses rumeurs. Moi je fais partie des gens qui auraient aimé voir Yoshirai parce que je trouve que ça aurait fait beaucoup de sens de voir arriver Yoshirai parce que Asuka elle était championne de NXT mais elle est championne de Raw. Elle aurait pu très bien dire j'ai demandé à une autre championne de venir. On va se dire ah c'est Sasha Banks. Et ben non, c'est Yoshirai. Yoshirai, pourquoi c'est intéressant, c'est que Yoshirai elle a eu une énorme rivalité avec Shayna Baszler, que Shayna Baszler l'a empêché de gagner le titre pendant longtemps. Il a fallu qu'elle quitte NXT pour que Yoshirai devienne enfin championne. Donc ça aurait pu faire extrêmement de sens. En plus une alliance un peu japonaise, ça faisait extrêmement sens. J'aurais adoré, j'aurais trouvé ça ultra stylé parce que les titres féminins sont jamais précisés que ça devait être à Raw, à SmackDown, machin. On dit qu'on peut les défendre à NXT, donc une Yoshirai pouvait très bien arriver. Bon, ils ont choisi la facilité, c'est Charlotte Flair qui est arrivée. Une magnifique Charlotte Flair, même si la chirurgie, il faudrait qu'elle arrête, mais une magnifique Charlotte Flair dans sa tenue blanche. Elle est ultra charismatique, elle arrive, c'est la boss du game, la reine, il n'y a pas de problème, et tu sens vraiment que WWE, ils en ont fait la destructrice ultime. Je sais pas si elle va gagner le Rumble, j'en sais rien. Bon, j'aimerais bien moi que ça soit plutôt une autre personne, parce que je pense qu'elle en a suffisamment gagné de choses, donc elle n'a pas besoin de gagner le Rumble. Mais bon, j'ai envie de dire, ça pourrait presque apparaître comme évident qu'elle pourrait le gagner, tellement elle était... Sa tenue en plus, elle a vraiment la tenue blanche comme ça, ultra stylée. Je trouve que ça lui donnait un charisme supplémentaire. Le match était très bon, 3 quarts, 3,5 selon comment vous le paramétrez. C'était très bien, ça a duré 10 minutes. Voilà, c'était super sympa, même si par contre, le défaut qu'a ce match, c'est pour ça que je ne mettrais pas plus que 3,5. Voilà, si vous voulez 3 quarts, mais pas plus, vraiment pour moi c'est 3,5. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de suspense. C'est-à-dire que Charlotte Flair et Asuka, jamais elles perdent, quoi. C'est pas possible. En face, j'ai tout le respect que je peux avoir pour notre amie Nia Jax et pour Shayna Baszler. Voilà. Voilà. Sur la question charisme, il y a quand même un monde. Il y a quand même un vide. Mais en tout cas, ça a laissé... Là, moi, j'étais encore très chaud. Ça n'a pas du tout cassé le rythme de ce show, qui était donc pour l'instant un sans faute. Arrive le match Kevin Owens contre Roman Reigns en Tables, Ladders and Chairs pour le titre de champion universel. Je vais regarder la durée. 24 minutes 45. 24 minutes 45. Bon bah c'est 4,5. Hein, c'est 4,5. Si Kevin Owens gagne à la fin, je pense que c'est 5. Voire même plus. Sur l'échelle de Meltzer, parce qu'il faut savoir oui, qu'on met 5 sur 5, mais sur Meltzer on peut aller jusqu'à 7, 8, 9, 92, donc bon, ça c'est un autre problème. Hein, en tant qu'enseignant je trouve ça un petit peu étrange, mais bon on va dire ce qu'on veut.
C'était extraordinaire. Oh. Quelle histoire! Quelle histoire! Il est évident que Kevin Owens ne va pas gagner. Je le dis maintenant. Il est évident. Sur ma vie, il y a un moment, Kevin Owens, je le voyais gagner. J'ai eu les étoiles dans les yeux. Et je l'ai pas eu qu'une fois, je l'ai eu au moins 2 fois. 2 fois où je me suis dit, Kevin, tu vas vraiment le faire, Kevin? Quel combat! Oh, un combat qui m'a fait passer par toutes les émotions. Et si je regarde le catch, c'est pour être galvanisé comme ça. Mais là, oh, quel combat! Avec un Roman Reigns, quand il arrive, le charisme. Oh là là, c'est Roman Reigns, le heel ultime. Puis Kevin Owens, incroyable. Le face bagarre. Le face qui est là pour se battre, peut battre pour ses rêves, se battre pour sa famille. Oh là là, quel face de génie, Kevin Owens. C'est un génie, Kevin Owens. Je l'aime tellement, mais c'est vraiment, faut le savoir, c'est un de mes catcheurs préférés, Kevin Owens, depuis toujours. Je l'ai souvent dit, si vous suivez mes reviews depuis longtemps, je l'ai toujours dit, Kevin Owens, c'est un génie. Kevin Owens, WWE, ils l'ont toujours très très mal utilisé. Parce que, bordel, des fois, ils lui ont donné des trucs pourris, il en a toujours fait des choses géniales. Même des trucs qui semblaient pourris, et ben il s'en est toujours sorti. Il s'est sorti de Goldberg, il s'est sorti plein de choses. On l'a voulu l'enterrer je ne sais combien de fois. Kevin Owens, il est toujours au rendez-vous. Toujours. Peu importe ce qu'on lui demande. Et ben là, alors là, les deux, parce qu'il faut 2 pour être un bon match, pour faire un bon match. Roman Reigns, il a pris des bumps, mais d'un autre monde. Il y a un moment, il y a Kevin Owens qui porte un bump sur Roman Reigns avec une chaise ouverte. Oh, waouh. Il y a un spear de Roman Reigns à travers une table de Kevin Owens. Le move, l'image de Kevin Owens qui est complètement écrasé dans le coin avec la table complètement reculée sur lui. C'était l'image de l'année quasiment. J'ai trouvé ça ultra sublime, mais sublime, hein. C'était exceptionnel. Et là et l'image, parce que je pourrais dire c'est l'image de l'année, c'est presque l'image de l'année, mais pour moi l'image de l'année. Alors à part le retour de Edge, mais là c'est bon, parce que voilà, c'est imbattable. Le moment où Roman Reigns monte à l'échelle. Et t'as Kevin Owens qui lui attrape la cheville. Oh, oh, ah maman! Ah maman, Seigneur, que c'était trop beau! Ah, c'était trop beau! C'était magnifique, c'était sublime, et que Roman Reigns se met à rire. Style de purée, mais j'y crois pas, il est encore là! Mais qu'est-ce qu'il fait Oh, quel match! Quel match! Si je suis fan de catch, si on cherche une réponse, il est probablement là. Là, dans ce match-là, il y a la réponse. Il y a la réponse quelque part. Parce que, je vous ai pas dit, mais il y a des interventions de Jey Uso tout le long. Mais tout le long. Et je le haïssais, Jey Uso, à la fin. Je le haïssais, mais de haine. Mais une haine ultime. J'avais envie qu'il décède. C'est pour vous dire. C'est du catch, hein. C'est pour la blague. Parce que je sais ce qui se passe après. Mais c'est... Je voulais qu'il soit par terre, KO, mort, quoi, décédé, il ne bouge plus, quoi. il y a un moment, Kevin Owens lui fracasse la cheville. Il le recouvre de table, de tout, de machin. Je me suis dit, ça y est, Jey Uso, on s'en est débarrassé. Il est décédé, enterré, mort, on n'en veut plus. Il y a plus que Roman Reigns, il y a plus que Kevin Owens. Et la Roman Reigns qui arrive, Kevin Owens, il porte un stunner. Je te dis, c'est bon. Et non, ça va pas suffire, ça ne suffira jamais, t'as l'impression, mais jusqu'au dernier moment. Jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier instant, j'y ai cru. J'y ai cru. Et le moment où Kevin Owens monte, où Jey Uso n'est plus là, ça y est, il est mort, il est décédé, il est fini. Roman Reigns, KO. Tu montes. Et non, Roman Reigns remonte. Et Jey Uso, qui était parti, parce qu'il était parti, ça y est, mais il revient. Oh là là. Quel match. Quel match. Ça m'a rappelé un extraordinaire TLC que j'avais adoré quand j'étais gamin, qui était le TLC entre l'Undertaker et Edge, où t'as l'Undertaker qui se fait attaquer par toute la familia, avec Chavo Guerrero, avec Kurt Hawkins, avec Zack Ryder, c'était à Wednesday, je crois qu'il s'appelle le pay-per-view, où t'avais, mais c'était génial, moi j'avais adoré, parce que il y avait toute une écriture, en fait, l'Undertaker était en guerre contre Vicky Guerrero et contre Edge, et à ce moment-là, en fait, le TLC, c'était un peu le pinacle de la rivalité. C'était vraiment le sommet, même s'il y aura un Hell in a Cell derrière, mais c'était le pinacle. Et il y avait la stipulation, si l'Undertaker perd, il sera viré de WWE. Et le match, mais c'est... Alors, la première partie est géniale, avec vraiment un bon TLC comme on aime, mais derrière, les interventions font que le truc devient un peu huge, que l'Undertaker, il se fait assaillir de tous les côtés, et ça se termine avec un bump incroyable où Edge
fait passer l'Undertaker à travers 2 tables en extérieur du ring, un move dont je me souviendrai toute ma vie, où l'Undertaker ne se relève absolument jamais, et Edge attrape la ceinture et il redevient champion du monde. C'était exceptionnel. Et bah ça m'a rappelé ce genre d'émotion où t'as envie qu'un babyface gagne, mais malheureusement, bah malgré toutes les magouilles, tous les machins, et bah il va pas réussir. Mais c'est pas grave, parce que on a réussi pendant une microseconde, alors que pour moi c'était même encore meilleur que le TLC avec Taker et Edge, parce que Taker et Edge, on se disait que voilà, ça risquait de mal tourner, alors que là, jamais à aucun moment, je m'imaginais au début que Kevin Owens pouvait gagner. Et là, mais comme je l'ai dit, il y a 2 moments où je me suis dit, Kevin Owens, t'es en train de le faire. Tu vas le faire. Oh, quel match. Quel extraordinaire combat. Merci WWE. Oh là là. Ah j'adore, merci. Ensuite est arrivé, donc voilà, 4,5 sans problème. Vraiment sans problème, hein. Allez-y. Hein. Ouais, même mettre plus, hein. Allez-y, régalez-vous. Hein. Parce que c'était... Si vous avez l'occasion d'aller le voir, il est sur le network. Sinon, illégal, ce que vous voulez, mais allez voir ça. Kevin Owens versus Roman Reigns. Tables, ladders and chairs. C'était trop stylé. Et c'est certainement aussi une des raisons qui font que j'aime le catch. Oh, quel match. Quel match. Mais c'est pas le main event. Ça paraît fou, mais c'est pas le main event. Surtout qu'en plus, au début, quand je me suis dit, purée, le truc avec Drew McIntyre, la mallette et tout, ça aurait pu faire un super main event. Et ils ont décidé de mettre Bray Wyatt, le Finn, contre Randy Orton en main event. Alors le match, il a duré. Est-ce qu'ils ont marqué? Oui, 12 minutes. C'est un Firefly Funhouse Inferno match. Bon, on comprenait pas trop le Inferno au début parce que les flammes se sont pas mis tout de suite. Puis elles ont fini par se mettre. Alors, c'est un match, c'est plutôt une sorte de street fight assez violent, où le but, bah, normalement, c'est de foutre le feu à son adversaire. Ce qui va arriver, puisque Randy Orton va foutre le feu à Bray Wyatt en le poussant vers les flammes. Mais en même temps, il y a la fin. Alors, il est très très clair, il est évident hein, que Bray Wyatt n'était plus au moment où Randy Orton va décider de le brûler intégralement en lui renversant de l'essence dessus. C'est donc un mannequin, etc. etc. J'ai vu des réactions très diverses. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui disent c'est n'importe quoi, c'est trop, moi je ne peux pas m'y faire parce que il n'y a jamais aucun moment où je peux croire que Randy Orton, il a vraiment brûlé Bray Wyatt vivant. Et en fait, ça dépend vraiment de vous, je pense. Moi, c'est vrai que j'ai encore ce côté où j'arrive encore à rêver devant le catch. Et je me souviens, quand j'étais petit, je regardais, par exemple, j'avais regardé plein de vieux trucs. Quand j'ai fini par avoir internet et que j'ai fini par enfin découvrir tout ce qu'on pouvait trouver sur YouTube. On pouvait en trouver bien plus de WWE à l'époque, parce que maintenant il y a plein de choses qui ont été strikées, mais à l'époque il y avait plein de choses. Et par exemple, j'avais découvert un match entre, c'était l'Undertaker et je sais plus qui, mince, je sais plus, qui s'étaient affrontés dans un match, tout ce qu'il y a de plus classique, et le but c'était d'empêcher que Paul Bearer se retrouve complètement recouvert de ciment. Bon, on est d'accord que si jamais c'est vrai, Paul Bearer meurt sur le ring. Il meurt dans sa cage dans laquelle il l'avait enfermé et qui est en train de se remplir de ciment. Le segment va se terminer que le Undertaker va gagner, sauf que il va décider de lui-même de recouvrir Paul Bearer de ciment. Ce qui fait que Paul Bearer va se retrouver cimenté complètement et il va mourir. Voilà, il va mourir. Si on peut dire ça comme ça. Alors, on peut se dire, oui, ils ont trafiqué le machin, etc. Machin. Heureusement, parce qu'on n'a jamais demandé à que quelqu'un meure sur le ring. Heureusement. Mais à l'époque, quand j'étais gamin, je me disais, c'est fou. Il y a un mec qui est mort sur le ring, enfin, qui est mort, on l'a enterré vivant. Et puis, il y aura d'autres stipulations, justement, des buried de live match, etc. Où on a enterré des gens vivants. Où... C'est pas la première fois chez WWE. Alors, est-ce qu'en 2020, les gens sont peut-être un tout petit peu moins crédules? Et je vais juste dire un truc, c'est que je pense qu'aussi le fait qu'on soit dans une période où les caméras sont de plus en plus sophistiquées, de plus en plus jolies, et que l'image, ben aujourd'hui on est en Full HD, on peut même de la 4K, etc., etc. Et ben en fait, les effets comme ça, on perçoit beaucoup plus facilement si c'est fake ou pas. Et là, par exemple, le Bray Wyatt, ben, on perçoit que c'était fake, on l'a perçu, parce qu'il était évident que c'était pas lui. Et en plus, le match a été monté parce qu'il y a eu des moments, par exemple, des trucs qui font pas trop, il y a un peu des faux raccords, si on pourrait appeler ça comme ça dans le cinéma. Mais c'est pas grave, enfin c'est pas grave. La WWE a jamais promis d'être aussi précise dans son travail. La seule chose qu'elle a promis, c'est de raconter une histoire, et moi je trouve, c'est mon ami, hein, mais dites-moi dans les commentaires,
je trouve que l'histoire, elle a été parfaitement racontée. La vidéo promo du début entre Orton et Bray Wyatt, où ils sont remontés à Sister Abigail et tout, c'était super. Je me suis même dit, à un moment, elle va arriver. J'arrêtais pas de me dire, Sister Abigail, elle va arriver. Il y a un moment, elle va apparaître des flammes ou je ne sais quoi. Je sais pas pourquoi, j'arrêtais pas de me le dire. Je suis sûr qu'elle va apparaître. Et peut-être que ça va créer un truc avec Alexa Bliss, un truc machin, je sais pas trop quoi. Mais j'aurais bien aimé, j'aurais trouvé ça stylé. Mais bon, c'est comme ça. Et le film, il est très très, voilà, il est spectaculaire. Orton incroyable, les deux s'affrontent. Donc on dit Orton parce que vous le savez, si vous le connaissez en tant que catcheur, il combat en slip. Mais là, il avait gardé son pull et il avait gardé ses affaires. Donc moi je me suis dit, il y a quand même des protections qui ont été mises pour les catcheurs au cas où ils se brûlent quoi. Donc ils auraient été plutôt malins. Et le film, lui, était recouvert également de protections. Mais c'est normal, ils allaient pas le brûler véritablement, faut pas déconner non plus. On n'est pas tous Mick Foley quoi. Blague à part, si vous voulez comprendre la référence, allez voir Mick Foley contre Edge à WrestleMania. Mais j'ai trouvé ça top. Alors, c'est compliqué à noter ce genre de truc, donc c'est pour ça que je donnerai pas plus de 3,5 parce que c'est compliqué à noter, parce que c'est un brawl, c'est en même temps un angle, le côté qui brûle à la fin et tout, mais si j'étais un gamin, que j'avais 10 ans, que justement j'étais peut-être pas forcément en capacité de pouvoir voir tous ces petits détails, les trucs, de me dire il y a un mannequin et tout, mais j'aurais été galvanisé hier soir, j'aurais dit dimanche soir j'aurais dit waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est trop bien, c'est trop stylé, c'est trop incroyable, magnifique, sublime, waouh, c'est sublime. Ah non, ça aurait été top. Ça aurait été top. Donc pour moi, ça a été une très très bonne chose. Peut-être que pour certains ça sera pas le cas, j'ai hâte d'avoir vos retours. Et moi je trouve que j'ai rêvé et j'ai retrouvé en WWE ce que j'aimais il y a quelques années et que je trouvais cool. Mais cool dans le bon sens du terme, c'est-à-dire du catch cool. Et là, on a eu du catch cool. Et c'était kitsch. On a tué quelqu'un dans le ring, on lui a foutu le feu. Mais comme je l'ai dit, c'est dans l'ADN du catch. On a eu des gens, comme je vous l'ai dit, qui se sont fait encimenter, qui se sont fait machin. C'est pas nouveau. Mais là, effectivement, les caméras sont plus perfectionnées, donc je trouve qu'on voit un petit peu plus que c'est fake. Mais ceci dit, c'est la même chose qu'il y a 10 ans ou 15 ans. Et c'était spectaculaire, c'était toujours un peu le côté de waouh, qu'est-ce qui se passe? Et là, je trouve que l'effet waouh, il était parfaitement réussi. On ne sait pas comment le film va revenir. Pour information, donc, si vous voulez arrêter la vidéo maintenant, je vais parler de Raw. C'est bon, donc à Raw, on n'a pas eu plus d'infos. On a juste eu Alexa Bliss qui a fait son grand retour, mais qui a juste dit que Bray Wyatt va revenir. Mais différemment. Il n'y en a pas plus d'infos, donc je ne vais pas pouvoir vous en donner plus que ça. On verra ce que ça donne, est-ce qu'il va arriver avec une nouvelle tenue, avec un nouveau masque, je sais pas, j'espère qu'ils vont pas changer son masque parce que je le trouve stylé. Puis je l'ai en Funko Pop, j'aurais pas la changer. Mais blague à part. Mais voilà, peut-être qu'ils vont lui changer son costume, par exemple, c'est possible. On a pour l'instant, pour le titre WWE, c'est un peu flou pour le moment, à Raw, parce que il y a AJ Styles, Le Miz, John Morrison qui sont dans une storyline un peu autour de la mallette. Donc Le Miz voudrait récupérer sa mallette parce qu'il estime que c'est John Morrison qui l'a caché. Bravo à Axel de WWE Fan France qui avait fait un point oracle ultime, bravo à lui. De l'autre côté, il y a Drew McIntyre qui a l'air d'être parti lui peut-être sur autre chose, sur Sheamus et sur Keith Lee. Donc je sais pas. En sachant que moi, Keith Lee, c'est mon favori pour le Rumble, donc j'arrive pas à m'imaginer que Keith Lee n'est pas dans le Rumble. Pour moi, il est obligé d'être dans le Rumble. Il peut pas être dans un triple threat avec Sheamus. C'est pas possible. Donc comment ça va se tourner? Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ils vont sortir Keith Lee de l'équation et qu'il va se retrouver au Rumble et qu'il va gagner le Rumble? Parce que c'est vraiment mon favori. Je sais pas, mais je trouverais ça hyper surprenant qu'ils le mettent dans le triple threat et qu'après il aille au Rumble et qu'il gagne le Rumble. Ça serait bizarre quand même. Donc voilà. J'attends d'en savoir plus, j'attends de voir, mais en tout cas c'est assez stylé et assez intéressant de voir ça. Le reste, il n'y a pas grand chose qui a vraiment avancé. Bon voilà, il y a des choses autour du Hurt Business, autour de voilà, de rétribution, etc. Bon, des trucs qui sont pas forcément toujours passionnants, ça dépend. Je trouve que pour ce long qu'on s'attendait à la révolution à Raw et qu'on se disait ah là là ça va être ouf, je trouve que le show a peut-être pas été aussi ouf que ce qu'on aurait pu attendre. Mais ceci dit, le match à 6 final avec donc, AJ Styles et tous les autres était plutôt stylé, je trouve que puis ça finissait bien le show, je trouve que c'était plutôt sympa. Mais est-ce que c'est vraiment aussi fort que ce que ça aurait dû être pour relancer les ratings? Je suis pas sûr. Pareil pour le show de cette semaine. Alors à SmackDown ils ont prévu quand même du lourd parce qu'il y a Big E, Sami Zayn qui Big E va remporter le titre. Pareil, pas de doute, parce que voilà, y a pas de... Puis en plus ça fera un bel effet de Noël et tout ce que tu veux. Et
Alors là, parce que moi, alors Biggie, Sami Zayn, bon, tout à fait sympathique, mais Kevin Owens et Roman Reigns, il y a un rematch dans une cage. Maman, oh là là. Ah, ça c'est SmackDown, je le regarde. Ça sera Noël, donc moi je le regarderai peut-être que le 26, mais on verra. Mais ça va être trop stylé. Enfin, de toute façon, je vais le regarder le 26, puisque ça sera diffusé le 25 aux États-Unis, donc ça sera sûrement le 26. Donc c'est bon, pas de problème. Ça va être stylé. Ça va être stylé. S'ils font la même écriture, le même truc là, oh là là, on va se régaler. Bref, voilà, je vais pas prendre plus de temps, mais c'était super. C'était super. Que c'est bien d'être fan de catch quand on a des produits comme ça, quand on a du catch de cette qualité. C'était génial. Voilà, merci WWE, parce que vos weekly sont peut-être pas extraordinaires, mais alors par contre, les pay-per-view, celui-là, un petit bijou de WWE selon moi. Magnifique. Magnifique. Bravo, bravo, bravo WWE. Encore une fois, parce qu'on ne dit pas, parce que souvent on gueule, mais là, merci. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce show, si je vous ai donné envie de le voir aussi, dites-le parce que vraiment il est trop bien, allez le voir. N'hésitez pas à venir dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à échanger avec moi justement sur le main event, sur les matchs dont j'ai parlé, est-ce que ça vous a plu ou pas. N'hésitez pas à aller sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne financièrement, je vous en remercie d'avance. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!